qu'est-il devenu? Jean-Pierre Manceau, auteur, compositeur, interprète, Drummondvillois d'origine. Vous vous rappelez de son succès Théo et Antoinette? 25 années que je te regarde vivre. Si vous êtes comme moi et désirez en savoir plus sur le cheminement d'hier à aujourd'hui de Jean-Pierre Manceau, écoutez l'émission La Vie en direct vendredi à 10h sur les ondes du AM 148. À la radio AM 148, vous écoutez Linda Brisson et Pierre Nadeau. Ton visage et ton rire, tout en moi renaît dans nos soupirs. Mon chou, si tu le veux, je t'emmènerai dans mes appartements royaux. Je t'offrirai des perles, des bijoux, un petit bibelot. S'agite, il bat de plus en plus vite. Est-ce un rêve ou la vérité? Notre conte de fées. Mon chou, si tu le veux, je t'emmènerai dans mes appartements royaux. Je t'offrirai des perles, des bijoux, un petit bibelot. Les heures passent trop vite. Tu as chassé ma peur. À toi je m'agrippe. Mon chou, si tu le veux, je t'emmènerai dans mes appartements royaux. Je t'offrirai des perles, des bijoux, un petit bibelot et un lit. Bonjour Jean-Pierre Manceau. Bonjour Linda. Comment ça va? Ça va bien, toi-même et Pierre? Bienvenue à Je l'émission. suis très intimidée de l'avoir devant moi, ce chanteur qui me faisait rêver à l'âge de 15 ans et qui chantait Mon chou. Jean-Pierre Manceau, à qui tu pensais quand tu as écrit Mon chou ou dans quel contexte étais-tu à l'époque? En amour? J'étais toujours, à peu près toujours en amour quand même à cette époque-là. Mais un peu moins qu'aujourd'hui, j'ai l'impression. Mais je pensais, c'est qu'à l'époque, je vivais ici à Drummondville, je vivais à la maison familiale et dans la cave, je m'étais fait un peu comme mon coin à moi, c'était mes appartements royaux. Et c'était ça, mon chou. C'est de là viennent les appartements royaux. C'est ça, exactement. Et est-ce que c'est vrai? Et tu lui dis, je vais t'offrir aussi un lit en quelque part. C'est il y ça, avait exactement, un lit, là? oui. Ça ressemblait peut-être quasiment à un lit, oui, mais c'était pas tout à fait ça. C'était parce que les appartements royaux, vu que c'était une partie dans la cave, là, oui. ça ressemblait pas trop à des appartements royaux, oui. dans le fond, mais c'était dans ma tête, surtout. Et il y avait tout ça, ce qu'il y avait dans la chanson, en tout cas, je l'imaginais comme ça. Il vivait comme un prince? C'est ça, exactement, oui. Je me sentais un prince dans ma tête à l'époque. Mais c'est bien ça. Parle-nous un peu de tes débuts. C'est-à-dire que tu as écrit dans tes appartements royaux, mais comment ça a commencé, ça?
Ça a commencé, j'ai commencé à écrire des chansons quand j'avais 16 ans. À l'époque, je vivais à Sherbrooke. Moi, je suis né ici, à Drummondville, mais j'ai été élevé à Sherbrooke. J'avais 3 ans à peu près quand la famille, on a déménagé à Sherbrooke. J'ai fait mes études là-bas, j'ai fait le primaire. Après ça, j'ai commencé l'ancien cours classique à Sherbrooke, au séminaire de Sherbrooke. J'ai fait 6 ans là-bas. Et c'est là que j'ai commencé au séminaire parce que c'était vraiment un cours extraordinaire, le cours classique. C'est là que j'ai commencé à faire du théâtre, à faire de la chanson, à faire du cinéma amateur aussi. Je m'étais acheté une ciné-caméra quand j'avais 15 ans à peu près. Et avec des gars de la classe, tout ça, on faisait des petits films avec scénario. J'étais parfois le metteur en scène, parfois celui qui écrivait les textes. Et je jouais aussi. En tout cas, on cumulait tous les rôles, tous et chacun. On écrivait même la musique parfois. Et on avait 15-16 ans. On était un peu d'un premier, ça se faisait pas beaucoup à ce moment-là, le cinéma amateur. C'était le 8 ordinaire, c'était même pas le super 8, là. Ouais. Et à ce moment-là, aussi au séminaire, il y avait des soirées de famille, là, où chaque classe, élément, syntaxe, donnait leur petit spectacle. Et c'est là que j'ai commencé à jouer dans quelques pièces de théâtre ou à réciter des choses, comme je me souviens, dans la grande salle où il y avait 1000 personnes. Je faisais le procès d'une chenille de Félix Leclerc et je l'avais appris par cœur. Et je me suis un peu découvert moi-même parce que c'est sûr, quand tu as des réactions de la part des autres, si tu lis bien un texte, si tu le vis comme il faut, surtout quand tu es quand même assez jeune, 15-16 ans, ben, tu te fais remarquer, puis ça t'encourage, tu continues. Et là, je me suis acheté une guitare aussi, une guitare un peu comme tout le monde, quand on commence, une guitare que j'ai pas On apprend les 3 accords, do, fa, sol. C'est ça, exactement. Oui. Et ça, le choc... Je l'ai fait aussi. Oui. Mais moi, j'ai pas chanté, c'est bizarre. Mais moi, c'était... pour la guitare, ça a été un choc. C'était le choc de ma vie à l'époque. À l'époque, quelqu'un avec une guitare, tu voyais à peu près pas ça. Ah. Et au séminaire, je faisais partie d'une équipe qui s'appelait l'équipe Pierre Vivante, un peu, c'était chrétien, là. Et on avait passé une fin de semaine au lac Montjoie, là, en camping, avec l'aumônier. C'est bien, ça. Et un soir, après du feu de camp, il y avait un de mes amis, Régent Laflamme, ça fait des années que j'ai pas vu. Et il avait emmené la guitare de son frère. Et à l'époque, on voyait des guitares de temps en temps quand tu allais danser la fin de semaine. Parce que c'était à l'époque où tu avais les salles les écoles qui devenaient des salles de danse là, pour le vendredi ou le samedi. C'est vrai, oui. Et c'était particulier, ça. Mais là, tu voyais un orchestre. Mais c'était à peu près la seule occasion. Parce que de voir quelqu'un avec une guitare, là, une guitare, puis jouer des chansons comme du Bob Dylan, c'était la première fois ce soir-là. Il y avait Régent, je vous disais, autour d'un feu de camp. Hein. Et là, avec le feu de camp, puis là, il s'est mis à jouer Blowing in the Wind, là, écoute, dans le vent, là, de Bob Dylan. Oui. Il s'est mis à chanter ça, puis il y avait 3 accords, justement. Tu parlais des 3 accords tout à l'heure. Alors, c'était facile pour toi de... Ben, c'est-à-dire que j'ai eu le choc. Je me suis dit, faut que je fasse la même chose. Et quelques jours après, il y avait un gars sur la rue qui avait une grosse guitare western, là, et elle était cassée aussi, puis il était prêt à me la vendre 2 piastres. J'y avais acheté 2 piastres. Et finalement, je me suis brisé les doigts là-dessus à peu près durant quelques mois, parce que c'était, tu sais, des grosses cordes en métal, là, puis moi, je veux dire, t'as les doigts sensibles quand tu commences là-dessus. Guitare ensanglantée. Ah oui, puis vraiment, tu sais, elle sonnait, là, parce qu'elle avait une grosse craque dans le bois aussi. J'ai été 2 mois à essayer vraiment du mieux que je pouvais, puis je réussissais un peu à sortir les accords, mais c'était de les enchaîner ensemble qui était très dur. J'ai démissionné finalement, puis après ça, quelques mois plus tard, par mon père m'avait acheté une guitare plus petite, là, et un peu plus classique, mais qui avait payé une vingtaine de dollars. Et là, j'ai commencé un peu plus. La musique, est-ce que ça vient de ta famille? Est-ce que il y avait des personnes Oui, c'est assez familial, finalement. Mon père chantait à l'église. Mon père jouait du piano un peu par oreille aussi. Bon. Mais mon père aimait beaucoup chanter. Il avait une belle voix aussi. Du côté de ma mère, mon grand-père était violoniste. Ici, à Drummondville, il avait fait partie de la symphonie de Drummondville. Il était, c'est ça, violoniste. Oui, il y avait vraiment un gros côté artistique dans la famille. Donc, la chanson l'a emporté sur la comédie ou le théâtre, en fait, parce que tu as fait les deux, mais c'est ça, j'ai fait. Oui. Dans le fond, à un moment donné, c'est ça, dans la vie, il faut faire quand même un choix, surtout dans ce domaine-là. Et j'aurais voulu tout choisir, mais si tu veux vraiment, c'est que je suis allé en théâtre, je suis allé à l'École nationale de théâtre à Montréal. Et après ça, l'année suivante, j'ai fait 1 an à l'École nationale et j'ai fait 1 an par après au Conservatoire de théâtre.
Mais je vais vous avouer que j'ai quand même laissé tomber. J'étais allé voir le directeur en janvier 72 du Conservatoire de théâtre, M. Cartier, François Cartier. Je lui avais dit que je laissais parce que je voulais absolument faire un 45 tours. Jean-Pierre, tu ne nous laisses pas parce qu'on te garde, mais on Absolument. doit faire une pause pour les informations. Parfait. Et on se souvient cette nuit dans quelques instants. Cette nuit, je ne veux plus être seul sans elle. J'ai besoin qu'on me dise où aller. Cette nuit, je ne veux plus être seul sans elle. J'ai besoin qu'on me dise où aller. J'ai besoin de sourire, j'ai besoin de rire, j'ai besoin de quelqu'un à mes côtés. J'ai besoin qu'on ait envie de me parler. J'ai besoin qu'on veuille m'écouter. Cette nuit, j'ai réveillé tous mes souvenirs. J'avais besoin de me rappeler son visage avec des yeux d'enfant, me rappeler son sourire avec des trous dans les joues, me rappeler son rire qui me faisait rire tellement il était drôle. Cette nuit, je ne veux plus être seul sans elle. J'ai besoin qu'on me dise où aller. Cette nuit, j'ai endormi toutes mes peines, rien qu'en pensant à elle se fait des problèmes avec des riens. Elle, c'est la dernière à connaître les nouvelles. Elle fait des soleils avec ses gestes. Elle, c'est la dernière à partir. Et moi, je l'attends. Pour partir. Cette nuit. Sur les ondes du AM 148, c'est La Vie en direct avec Linda Brisson et Pierre Nadeau. Nous accueillons aujourd'hui Jean-Pierre Manceau. J'aimerais savoir si, Jean-Pierre, on peut le voir souvent à Drummondville ces temps-ci. Tu demeures à quel endroit actuellement? Je demeure à Saint-Hubert maintenant Saint-Hubert. depuis 2 ans. Je vais faire ton tour à l'occasion. Oui, je vivais ici auparavant. Avant ces 2 ans-là, j'ai vécu ici 8 ans à nouveau. Et avant ça, j'avais vécu une dizaine d'années à Montréal. Je reviens à intervalles réguliers. Moi, j'ai toujours ma mère qui est ici. D'ailleurs, C'est pour ça que je reviens souvent. on salue ce matin Mme Manceau. Ben Merci. oui, maman Bonjour. Charlotte. Ben oui, Bonjour, bonjour, maman. Joyeuse Pâques. C'est vrai. C'est ça, ben tu es oui. descendu pour les vacances de Pâques, là, pour les quelques prochains jours? C'est ça, oui, exactement. Ouais. Je suis descendu expressément pour ça. Je suis arrivé hier soir et c'est formidable. Moi, j'ai une relation vraiment merveilleuse avec ma mère et je suis bien, bien fier de ça puis bien content. Et elle aussi est fière de toi, Jean-Pierre.
Ah ben oui, mais... À l'inverse, c'est la même maman, chose. on est fiers l'un de l'autre, je pense. Puis c'est ça que ça prend dans la vie Jean-Pierre, aussi. combien d'enfants êtes-vous à la maison, chez toi? 6 enfants. On est 6 Six enfants. enfants. Je vous entendais parler tous les deux tout Ouais, à l'heure. tantôt, hein. Oui, avant que j'arrive, là, c'est ça, de la famille, tout ça, Mhm. les frères, les sœurs, en rapport Oui. avec l'amour Oui. dans une famille. Et c'est vraiment important. C'est vraiment important dans De le se sens retrouver. que, c'est ça, il s'agit, je crois, moi, d'après ce que je peux examiner autour de moi par bout, je me dis, moi, quand on a la chance d'avoir encore nos parents, que ce soit... Moi, j'ai plus mon père, j'ai pas cette chance-là de l'avoir encore. Il est décédé depuis déjà plusieurs années. Mais ma mère est toujours là et je me dis, on vieillit, hein, et le temps passe et faut profiter du fait que nos parents sont encore là. Et je crois que face à nos parents, quelques enfants que ce soit, faudrait pas entretenir de sentiments de jalousie ou de frustration et faire payer nos parents pour ça, faire payer le prix à nos parents pour ça. Je crois qu'on doit à nos parents et c'est la moindre des choses. C'est sûr qu'il peut y avoir, des fois, on a pu être blessé par un de nos parents, mais dans le fond, nos parents, on les a pour un certain temps, puis on sait pas combien de temps. Je crois qu'il faut vraiment avoir l'esprit ouvert face à nos parents. Et surtout, moi, je ne vis pas avec ma mère. Quand on vit assez loin de ses parents, quand on n'est pas dans la même ville ou quand on est dans la même ville, je crois que nos parents, il faut en profiter dans le sens d'être bon avec eux autres aussi longtemps qu'ils sont encore vivants, surtout quand ils vieillissent. Il faut vraiment... En profiter pleinement. oui, tu sais, montrer, puis il faut être ouvert puis être généreux avec eux au niveau de l'affection parce que c'est sûr, quand on vit avec nos parents, ça peut être plus difficile des fois, parce qu'au jour le jour, c'est toujours un combat, puis c'est toujours, tu sais, le fait de s'entendre les uns avec les autres, c'est toujours à reprendre, on dirait. Il faut toujours négocier à nouveau. Mais quand on vit pas avec eux, au moins les courtes apparitions, les rares apparitions qu'on fait avec eux, il s'agit de jouer le beau rôle, puis d'être bon avec eux. Je crois qu'il faut pas... Moi, j'ai tellement été témoin de certains enfants, qui, face à leurs parents, vont mordre sur ceci, cela. Faut excuser. Nos parents, quand ils vieillissent, à un moment donné, des fois, ils vont perdre un peu, des fois... Ils sont pas aussi présents qu'ils pouvaient l'être quand ils avaient 30 ans ou 40 ans. Et c'est normal. Faut excuser ça, à un moment C'est donné. probablement parce qu'on les voudrait toujours alertes, toujours C'est ça. à notre tu as raison, rythme. Pierre. C'est Alors pas qu'ils possible. peuvent pas être alertes comme quelqu'un qui a 20 ans ou 30 ans. Mais ça fait... Et c'est beau, ça fait partie de leur beauté, si on le prend comme ça. C'est qu'à un moment donné, c'est comme si les angles, pour eux, là, dans ce qu'ils disent, s'arrondissent un peu plus. Ils perdent des petits coins, mais ils retrouvent d'autres choses que des fois, nous autres, on pense même pas. Parce que, justement, ils prennent plus leur temps. Jean-Pierre, Et- on va faire la pause météo et on revient. 10h26, nous nous entretenons ce matin avec Jean-Pierre Manceau en ce vendredi saint. Je m'entretenais tantôt avec Stéphane Tousignan, notre journaliste, Linda, ici. Semble-t-il qu'il a connu Jean-Pierre à l'école parce qu'il a enseigné également Jean-Pierre et puis il composait des chansons, je pense, pour la vie étudiante. C'est Des ça, choses du c'était genre. à la Poudrière, ici à Drummondville. Ouais. Stéphane était élève. Paraîtrait que Stéphane et- Tousignan a élève déjà été mental. mince, Pierre. Ouais. Stéphane Ah a déjà oui, été un ah, bonhomme beaucoup plus mince qu'il Oui, ne l'est oui, parce qu'il présentement. n'est pas gras quand Il même. peut en là. témoigner, lui. Mais je ne l'ai pas reconnu tout de suite. Il était de l'autre côté de la vitre, comme ça. Là. Puis je me dis, ce visage-là, je connais ça. Puis j'ai demandé à Linda, j'ai dit, quel est son nom complet? Stéphane Tousignan. OK. Mais là, ça fait quand même... Ça a ça cliqué. fait 7-8 ans de ça. Et il avait quoi, peut-être 15 ans à l'époque? Et c'est sûr, on change en quelques années à ce moment-là. Certainement. Il faut Et dire c'est que un les vides fait. grossissent un peu, hein? Grossissent les personnes. Mais là, C'est il- sûr. C'est peut-être ça ouais, pourquoi. c'est un homme maintenant. Ah, Parce qu'un évidemment. homme, c'est un homme. Jean-Pierre, si on venait un petit peu à tes débuts, parce que moi, là, je suis Ouais. pas satisfaite. Je veux savoir à quel moment on a découvert Jean-Pierre ou Jean-Pierre a été découvert, tout simplement. Là, puis mon chou, d'où ça vient? OK. Mon chou, Vas-y, finalement... mon chou. Ça a commencé... mon chou, c'est... quand j'avais 17 ans, je vivais encore à Sherbrooke, et j'avais une petite amie qui était de Magog, et elle s'appelait Louise, et elle, je ne sais pas pourquoi ou d'où ça lui était venu, mais elle m'appelait mon chou. Ah bon? Et elle m'écrivait aussi, on s'écrivait, puis c'était toujours mon chou qui revenait.
Et c'est comme ça que c'est devenu le titre de ma première chanson sur disque. Et après ça, ça s'est lié au fait de ce que je parlais tout à l'heure, mes appartements royaux. Je t'emmènerai dans mes appartements royaux, qui étaient dans le sous-sol, là, à Drummondville. Ça, c'est parce que quand j'ai eu 18 ans, on est revenu à Drummondville, la famille. Mais après ça, je vous parlais tout à l'heure du cours classique que je faisais, du théâtre que j'ai fait là-bas. Après mon cours classique, je m'en suis allé en théâtre à Montréal, l'École nationale, le conservatoire. Et comme je vous disais tout à l'heure, j'ai été voir le directeur de l'école en janvier 72 pour lui dire que je laissais l'école parce que je voulais absolument faire un 45 tours. J'avais des choses en dedans dans mon cœur que je voulais dire aux gens du Québec. Puis j'étais pour prendre les moyens, j'étais pour frapper à des portes. En tout cas, j'ai laissé le théâtre. Disons que avec un recul, je me dis j'étais un peu téméraire quand même d'abandonner comme ça parce que j'étais quand même, je suivais les cours là-bas, j'étais accepté en théâtre et tout ça. Mais je trouvais que ça allait pas assez vite pour essayer de parler aux gens, le public du Québec. Par le théâtre, ça m'aurait pris 3 ans, mais là, en me disant, si je fais un 45 tours, ça va être tout de suite. Et là, moi, à l'époque, j'avais un appartement à Montréal, mais disons, j'étais aux études, mais mon foyer principal était ici à Drummondville, chez maman et papa. Et je connaissais Michel Trahan, qui faisait de la radio à l'époque à CHRD. Oui. Et Michel, bon, je le connaissais comme ça, je le croisais, puis j'avais dit, connais-tu quelqu'un, un producteur de disques? Il m'avait donné un nom, un monsieur Plamondon, et finalement, avec ce nom-là, le numéro de téléphone, le monsieur était chez Transworld, qui n'existe plus maintenant comme compagnie de disques. Et une fois à Montréal, je l'avais appelé, justement, je crois que c'est en janvier ou en février 72. Et là, il était dur à rejoindre. Puis là, au téléphone, j'ai dû avoir un genre d'état de grâce ou je sais pas quoi avec lui au téléphone. Non, mais ça prenait ça. Parce que t'as rien que le fil, comme ça, le téléphone, pour te rejoindre à cette personne-là. Tu voudrais qu'il te fasse faire un disque. Et là, je l'ai, en tout cas, par les mots que j'ai dit, je me souviens plus tout à fait ce que j'ai dit, mais j'ai dû le toucher à l'intérieur de lui, vraiment. C'était authentique, ce que je lui disais. Puis, il a dit, là, il m'a donné rendez-vous. Et finalement, là, pour faire une histoire, j'essaie de faire une histoire courte, mais je fais tout le temps des histoires longues, quasiment. Et finalement, il m'a donné un rendez-vous. Je me suis rendu au rendez-vous, mais ça a donné cette journée-là que c'était une grosse tempête de neige. Il n'a pas pu se rendre, lui, au rendez-vous. Là, j'étais déçu. J'ai dit, c'était-tu vrai, cette histoire-là? Ce qu'il m'avait dit qu'il était pour me rencontrer. Et finalement, on a pu se rencontrer par après. Il a écouté quelques-unes des chansons. J'avais fait un ruban aussi de 3-4 chansons avec, à l'époque, Jean-Marie Benoît, ici à Drummondville. Jean-Marie, par après, a fait beaucoup de disques comme musicien, guitariste de Drummondville aussi. Et finalement... il a vu que tu avais du talent. C'est ça, il a aimé ça, mais il m'a dit, bon, je vais te faire écouter par un de mes amis qui est musicien, qui était Denis Forcier, qui avait fait partie des Sultans. Oui. Par Denis Forcier a donné son accord aussi. Et c'est par après ça, quand au mois d'août 72, on est rentré en studio, on a fait 2 45 tours, à la fois Mon Chou, avec son envers aussi, et le deuxième 45 tours qui était Cette nuit. On a fait ça au mois d'août 72. Et le premier 45 tours, Mon Chou a sorti à l'émission Jeunesse d'aujourd'hui, à l'époque, à la télévision, le 16 septembre là, 72. Le mois suivant. Un grand succès. Et Théo et Antoinette, ça a été plus tard. C'était plus tard. C'était en 74. Là, on était en 72. Oui. C'est ça. En 74, on aura la chance d'y revenir dans quelques instants, justement avec cette jolie chanson qui est maintenant un classique du genre. Il est 10h31. « 25 années que je te regarde vivre à travers les yeux de ma vie. J'ai souffert surtout de ne pas pouvoir te dire toutes ces choses que l'on se doit de dire, que l'on se doit de dire quand on aime comme je t'aime. Antoinette, je t'aime toujours. « 25 années que je t'écoute vivre à travers les oreilles de ma vie. J'ai souffert surtout de ne pas t'entendre dire tous ces mots que l'on se doit de dire,
que l'on se doit de dire quand on aime comme on s'aime. Théo, je les ai entendus quand même. Théo, je t'aime toujours. 25 années que je t'écoute aimer. Nos enfants, nos choses et les autres. Je m'étonne toujours. À chaque fois que tu reviens, je m'étonne toujours. Théo, tu es encore en amour. Théo, on sera toujours en amour. Antoinette, je t'aime toujours. Je m'étonne toujours. Théo, tu es encore en amour. Je m'étonne toujours. Antoinette, on est encore en amour. On s'étonne toujours. On sera toujours en amour. Très jolie chanson. J'imagine des gens qui ont peut-être fait beaucoup d'argent avec ces chansons en la reprenant, n'est-ce pas? Est-ce que ça s'est fait? Est-ce que tu es au courant que ça s'est peut-être réalisé? Des gens qui auraient repris cette jolie chanson à leur façon et puis qui ont soutiré de l'argent quelque part. Est-ce que tu es un homme riche? Ben, tant mieux, hein? C'est-à-dire, non, je suis pas un homme riche. Mais elle a été reprise il y a 2 ans et demi par Monsieur Fernand Gignac. J'étais très content, son interprétation est très belle. Et elle a été reprise, je suis allé à un lancement de disque compact, là, il y a quelques mois de ça, à l'automne, par Pascal Normand. Oui. Et il l'a repris à sa façon. Oui. Et moi, c'est fabuleux pour moi à chaque fois que quelqu'un la reprend. Mais tu disais, bon, qui ont... Non, c'est des droits d'auteur là-dessus? Oui, il y a des droits d'auteur. Mon nom reste dessus et je reçois des droits d'auteur quand ça joue à la radio. Et c'est sûr qu'à ce moment-là, vu que M. Gignac l'avait reprise, j'ai vu à un moment donné, moi, je reçois des droits d'auteur à tous les 3 mois. Et pour une certaine période, mes droits ont augmenté, mais ça n'a pas été quand même on fait pas des... fabuleux. Ah, ben non. Je veux dire, moi, les droits d'auteur... Et ça, oui, c'est vrai, les droits d'auteur. Tu m'as amené sur ce sujet. C'était un sujet assez controversé. Mais c'est pas de ça qu'on parle ce matin. Non, mais quand même, mais c'est non, mais il reste que c'est un problème sérieux, ça. C'est un problème de l'heure, ça. Ah, c'est un problème. C'est sûr que les droits d'auteur, je ne sais pas, là, pour les auteurs, c'est pas la manne quand même. Hein. Puis il y a quelques noms. Quand on entend plein de chansons à la radio, il y a seulement quelques noms d'hommes ou de femmes là qui vont toucher des droits d'auteur assez confortables. Mais pour le reste, là, moi, là, je vais vous dire, depuis à peu près 8-9 ans, là, mes droits d'auteur, en moyenne, chaque année, c'est 800 $ à peu près. Oui, c'est pas... Sauf excepté, là, depuis cette année, ça a été mieux à cause de M'entends-tu, là, ma chanson M'entends-tu, un 48 tours que j'ai sorti au mois de mars, justement, 89, il y a 2 ans. Et ça faisait quand même 8-9 ans que j'avais pas sorti de disque. Ah bon? 8-9 ans de rupture. Quoi? Est-ce que tu as fait une rupture avec le show business? J'en parlais justement avec Linda tout à l'heure durant la pause. Et non, c'est que moi, ce que j'aurais souhaité le plus au monde, là, ça aurait été que ma carrière après Théo Antoinette continue. Et elle a continué, en fin de compte, mais pas avec une vitesse de croisière, là, comme vraiment, bon, tu te sens comme adopté du public et t'as une continuité, ça continue, c'est une histoire d'amour, tout ça. Non, ça a coupé un peu. Après Théo Antoinette, j'avais sorti un 45 tours qui s'appelait « Tu chantes comme moi », il y a eu « N'aie plus peur ». Ce sont des chansons qui ont tourné beaucoup à la radio, mais qui n'ont pas vendu beaucoup dans le public, très peu.
À ce moment-là, le producteur avec qui j'étais, en 77, m'a laissé tomber. Mon contrat finissait avec lui. Et lui a rencontré à l'époque le fameux groupe Sweet People. Il a attrapé là, au Midem, à Cannes, la chanson Le Lac de Combe là, de Sweet People. Il a signé ça. Et là, il s'est embarqué avec Sweet People à partir de 77. Et moi, bon, je me suis retrouvé là. Sur le pavé. Tout ça. Ben, exactement. C'est pour ça que j'admire beaucoup les producteurs, là, comme, je vais donner un exemple, Régent Rancourt, qui est avec Daniel Lavoie depuis quasiment 20 ans et qui l'a jamais laissé tomber. La confiance. Ben oui, mais c'est qu'une carrière d'auteur-compositeur peut prendre 15 ans, des fois, là, c'est assez exceptionnel, même 15 ans ou 20 ans avant de s'établir comme il faut. Et ça, mais qu'est-ce que vous voulez? C'est comme mon 45 tours. Là, t'as bien fait de me mettre sur le sujet parce que il y a des choses qu'il faut dire. Hein. Comme il y a 2 ans, mon 45 tours, m'entends-tu, là, dont je suis très fier. Mais les gens qui m'ont produit ça, des gens de Montréal, qui y croyaient aussi, ils disaient, ça va. Parce que, faut pas se leurrer dans ce métier-là, faut faire un hit pour que ça marche à la radio. Ouais. Il faut vraiment, là, que ça joue, ça tourne sur les radios et que ça monte sur le palmarès. Sinon, il n'y a pas d'argent qui rentre, puis tu peux pas mettre d'eau au moulin, tu peux plus refaire d'autres productions si s'il te manque l'argent. C'est aussi réel que ça. Et à ce moment-là, pour m'entends-tu, le 45 tours, eux autres ils sont allés à la pêche un peu. Bon, moi je pense... Est-ce que tu as été barré dans certaines stations de radio alors qu'on est venu avec le rythme américain, là, bon, la chanson américaine a pris peut-être le dessus un peu sur la chanson française. Est-ce que tu t'es senti barré? Même si tu présentais ton produit, ça tournait pas. Oui, là, oui. Là, on fait un saut en arrière. Là, je parle, oui, ce que tu dis, là, c'est à peu près en 78. En 78, il y a eu une grosse période disco. Et j'étais pas le seul dans ce cas-là. Je me souviens à l'époque, moi, j'étais plus, comme je vous disais, là, en 77, ça a fini avec le monsieur avec qui j'étais, là. Le contrat était fini. Et à ce moment-là, la grosse vague disco, des fois, j'emmenais des cassettes à des producteurs, puis j'avais l'impression qu'ils écoutaient même pas. Pourtant, j'avais quand même fait Théo Antoinette avant, mais ça avait plus aucune importance à ce moment-là. Et c'était vraiment une période très dure pour tous les auteurs-compositeurs, de 78 à 84 à peu près, 84-85. Et c'est pour ça, je vous dis, c'était à peu près pas possible de se faire enregistrer, surtout dans mon style à moi. Moi, c'est un style romantique que j'ai. C'est de la chanson à texte, puis c'est de la chanson douce. Et c'était pas une époque à ça. Je sais pas si vous vous souvenez bien de cette période. Mais Jean-Pierre, on aurait la chance qui de sait, s'en reparler. peut-être reviendrons-nous à la chanson douce, pourquoi pas? Oui, ça serait on fort fait une intéressant. pause pour les informations. Certainement, On doit revient avec s'informer. toi. On revient avec Jean-Pierre Manceau, aujourd'hui à l'émission. La vie en direct jusqu'à 11h avec vous. À la radio AM 148, vous écoutez Linda Brisson et Pierre Nadeau. Et avec notre invité aujourd'hui, Jean-Pierre Manceau. Jean-Pierre Manceau, raconte-moi un petit peu l'histoire, l'anecdote de Théo et Antoinette. Comment tu as fait pour faire cette belle chanson-là? Ça s'est passé il y a quand même plusieurs années. Je l'ai écrite en 72, l'année justement où j'ai commencé à faire du disque. Et elle est sortie, Théo Antoinette, sur 10, seulement 2 ans plus tard, en 74. Parce que c'est une chanson que j'ai gardée un peu cachée dans ma valise, on peut dire, ou dans ma guitare, durant 2 ans. Parce que c'est une chanson qui me tenait beaucoup à cœur. Et c'est une chanson... Vous savez, quand on chante et on écrit des chansons, à un moment donné, un peu pour les expérimenter, pour les faire partager à d'autres. Mais des fois, je me souviens de moi à l'époque, j'étais sûrement dérangeant un peu par bout. Parce que tu dis aux autres, à ta famille ou à des amis, écoute ça, écoute celle-là. À un moment donné, tu viens un peu tannant, à la longue. Et celle-là, j'avais pas le goût du tout pour cette chanson-là, Théo Antoinette, de me faire dire par de ma famille ou par des amis, de me faire répondre de cette façon-là, ou bien qu'ils l'écoutent pas comme il faut. Okay. Ou qu'il fasse du bruit pendant que je la chantais. On dirait qu'elle m'était tellement précieuse au niveau du cœur que je la cachais pour ça. Et c'est pour ça que je l'ai chanté pour la première fois au producteur avec qui j'étais, le producteur de tout à l'heure, pendant que j'étais en studio en train d'enregistrer un de mes 45 tours qui s'appelait « Tout ce que je veux ». Elle est écrit dans les yeux de cette femme aux yeux bleus. Là, et, ça a tourné beaucoup, ça. Oui, ça a tourné beaucoup, ça. Et je lui avais chanté à mon producteur à ce moment-là. Et aussitôt que lui l'a entendu,
ça lui est resté dans la tête, là, au producteur avec qui j'étais. Je me souviens, des fois, on faisait des voyages de promotion à la Québec, Sherbrooke. Mais on était arrêté sur le bord de l'autoroute là, pour aller à Québec, là, près d'ici à Drummondville. Et là, il m'avait dit, bon, tu sais, Jean-Pierre, j'entends les violons à tel endroit. Là, ça va être comme ça. Là. Puis ça, on n'était pas encore rentré en studio. Mais la chanson, je l'ai écrite pour un couple de Drummondville, Théo et Antoinette, finalement. Est-ce qu'on peut les nommer, le nom de famille, ou tu gardes toujours ça secret? C'est des gens de la rue Marchand. C'est des gens des Labrec, finalement, de la rue Marchand, la famille Labrec. Et moi, j'allais à l'école. À l'époque, je vous parlais du cours classique avec un de leurs fils, Donald. Et c'est comme ça que je les ai connus. Et j'allais assez régulièrement là. C'était tellement un beau climat familial chez eux. C'était une famille de 8 enfants. Vous savez, puis le dimanche, il m'arrivait de dîner là. Mais j'ai toujours aimé à l'époque, puis j'ai la nostalgie de ça, hein, ce climat familial-là, d'une grosse famille. Ouais. Mais tu sais, famille unie. C'était souriant aussi chez eux et il y avait de l'action. Tu sais, Jean-Pierre, j'ai quand même une anecdote, moi, à raconter ce matin. C'est que je travaillais à l'époque à la station ici à CHRD. Je remplaçais Joanne à la réception et quelqu'un m'arrive, il y a 2 ans environ, m'arrive et me dit, Linda, bon, Théo est décédé. C'est que du couple Théo et Antoinette, Théo, il est décédé il y a 2 ans. Moi, je dis Théo, je comprenais vraiment pas, moi, l'histoire. Je la relatais pas. Et je peux vous dire que ça m'a fait beaucoup... J'avais de la peine cette journée-là. Je connais pas du tout Théo, mais je me dis, regarde donc ça. Un beau couple comme ça. Tu sais. Puis en plus, bon, en travaillant ici à la station. D'ailleurs, si ce matin, Antoinette nous écoute, bien, allô, Antoinette, on veut te dire un beau bonjour, puis on pense bien sûr à toi. Absolument, oui. C'est que, oui, Théo... C'est Théophile, finalement, de la chanson, est décédé en 89, il y a 2 ans, finalement. Et moi, j'étais à Montréal ce matin-là en train de faire une émission de radio à Verdun. Et j'ai su ça parce que un auditeur, m'a téléphoné et m'a dit, il est décédé, là, il y a quelques jours. Et par après, je suis allé rendre visite à Antoinette, peut-être quelques semaines plus tard. Et là, c'est ça, j'ai partagé avec eux ce qui s'était... Je le savais quand même malade depuis un certain temps. Oui, depuis un certain temps. Et ça a été quelque chose... jusqu'à la fin, Théo, vraiment, était le personnage... Moi, c'est un homme que je respectais beaucoup. C'était un homme tellement... qui aimait sa famille, et profondément aussi. Et, on le sent dans la les chanson enfants aussi. L'aimaient aussi beaucoup. Et on le sent dans la sa chanson. Femme aussi. Le plus beau souvenir de Jean-Pierre Manceau? Le plus beau souvenir... Au niveau de la carrière. Au niveau de la carrière, ça a été... j'avais reçu, à un moment donné, il y a eu des Olympiades de la chanson par CKC, organisées par CKC en 75, et j'avais reçu la médaille de bronze. Il y avait une médaille d'or, médaille d'argent, avec Théo Antoinette. Et finalement, pour la médaille d'or, ça avait été Charlebois et la médaille d'argent, ça avait été Vigneault. Puis moi, avec Théo Antoinette, j'avais eu la médaille de bronze, finalement. Et c'est un souvenir qu'on n'oublie pas parce que c'est très... le lendemain, à l'époque, le Montréal Matin, le journal Montréal Matin existait toujours. Et j'ai conservé l'article, là. Charlebois, Vigneault et Manceau, là. Ça n'arrive pas 2-3 fois. Là. C'est bien, ça. J'ai ça. Jean-Pierre, si tu avais un souhait à faire pour toi ce matin, là, si on t'accorde un souhait, en général, pour Jean-Pierre Manceau en ce Vendredi saint, quel serait-il? Ce Vendredi saint, peut-être que le souhait pourrait compter d'autant plus, parce que c'est sûr qu'aujourd'hui, Jésus meurt sur la croix, finalement. Peut-être que de souhaiter ça aujourd'hui, ça pourrait aider à ce que ça se réalise. C'est que je souhaiterais beaucoup... Moi, des fois, je vais voir des spectacles et que je vois un chanteur ou une chanteuse environné de musiciens sur une scène. D'avoir cette occasion-là, là, de faire mes spectacles à moi, accompagné de d'autres musiciens, parce que la plupart du temps, quand je chante, c'est sûr, je suis pas, c'est sûr, Théo Antoinette, ça a été mon gros succès, mais je ne suis plus reconnu, et je ne l'ai jamais été vraiment. Mais si un jour ça m'arrivait d'avoir la chance de jouer être entouré d'un groupe, des musiciens sur scène, je vais vous avouer, je les envie un peu, ces chanteurs-chanteuses, quand ils sont sur scène. Moi, je trouve que tu as le style un peu de Yves Duteil, par exemple. Oui, mais c'est
sûr. J'imagine que tu es un peu ce genre-là. Oui, de oui, oui, personne, oui. Ah, ben oui, qui a des mais choses t'as à absolument raconter. raison. Et je crois que c'est très évident que mon style s'apparente à quelqu'un comme lui. Ou c'est ça, c'est beaucoup la poésie, le vécu des gens aussi que je chante. Mais mon souhait, là, ce serait vraiment de pouvoir faire un micro-sillon. Parce qu'un micro-sillon, si je faisais un micro-sillon et que ça tourne à la radio, à ce moment-là, ça m'amènerait des spectacles, qui est mon Jean-Pierre, grand souhait. ton tout ça. premier spectacle se ferait ici à Drummondville parce que tout le monde, on serait là pour t'applaudir. Ah, j'adorerais ça. Là, j'essaie. Là, ça me fait rêver en couleur. Là, tout Et d'un pour coup. Jean-Pierre, pour terminer l'entrevue, parce qu'on te remercie, hein, Pierre, on est content ce matin que Jean-Pierre soit venu nous Ça soit rencontrer. déplacé, oui. Jean-Pierre, présente-nous la pièce, m'entends-tu, à ta façon, pour ton public ici à Drummondville, pour les auditeurs qui écoutent ce matin, mesdames et messieurs, Jean-Pierre Manceau. Oui. Un petit mot, c'est que là, je lance un appel. Là, si jamais quelqu'un, c'est parce que c'est un producteur que je cherche, comme plusieurs auteurs-compositeurs, quelqu'un qui aurait de l'argent à investir là sur quelqu'un là qui a des bonnes chansons là. N'hésitez pas. Qui a dû vouloir, certainement. Ah oui, Il y en a je sûrement voudrais. des Ah oui, absolument. M'entends-tu, c'est une chanson que j'ai écrite il n'y a pas tellement longtemps. Je l'ai fait sur disque. Là, ça faisait quand même plusieurs années que je n'avais pas fait de disque. M'entends-tu, c'est une chanson. C'est un couple à nouveau, comme Théo Antoinette, mais c'est pas du tout la même chose. C'est un couple qui est dans un moment difficile. C'est la communication. La communication est très dure dans ce couple-là. Et si l'un ou l'autre ne change pas quelque chose, s'ils mettent pas de l'eau dans leur vin, ou bien s'ils s'écoutent pas mieux l'un l'autre, ben ils vont se séparer, ils vont divorcer comme bien d'autres couples aussi. Et m'entends-tu, c'est comme un signal d'alarme. Et je crois, ce qui a fait que ça n'a pas fait un hit, c'est parce que c'est quand même pas mal sérieux. Ça t'interroge. Il faut que tu t'assoies pour l'écouter. Puis je crois que... Et je trouve ça dommage. Je crois que la radio, en ce moment, là, donne pas tellement la chance à ce genre de chansons-là. Parce qu'ils vont dire, tu sais, Madame de la Rue Chaude, le matin à 9 h, de se faire interroger comme ça va la déranger. Mais je comprends aussi le point de vue là, radiophonique de ça. Mais je trouve ça dommage qu'une chanson qui dit quelque chose comme cette chanson-là, ben, soit bannie souvent de certaines zones parce que c'est trop sérieux ou ça pose une question. Pourtant, c'est humain, tout ça. C'est quelque chose, tu sais, qu'on vit au jour le jour, qu'on soit n'importe qui. Ouais. Ce qui est intéressant dans ton cas, c'est que tu es humain, tu demeures toi-même, tu fonces quand même, tu n'essaies pas de t'adapter selon une radio qui veut s'adapter aux Oui, gens. mais là, je suis prêt à m'adapter à ça. Ouais, Je veux dire, j'ai bien compris quelque chose par m'entends-tu, parce que j'y croyais que ça ferait un hit. Ça n'a pas fait un. Ça a tourné à plusieurs stations de radio. J'ai eu des droits d'auteur, tout ça. Mais ça n'a pas fait le hit pour me faire revenir en surface. Je sais maintenant, puis c'est un défi, je le prends comme un défi, et ça m'enthousiasme de me dire, hey, ça serait-tu formidable si je réussis à écrire une chanson que la majorité des postes de radio au Québec seraient prêts à embarquer parce que ça rentre, puis ils se disent, oui, ça... Mais Jean-Pierre, si tu prends c'est comme du bonbon, tu sais. Si tu prends l'exemple de celui qui a fait la chanson Quand on est en amour, Quand on est en amour a resté 4 ans sur les tablettes. Patrick Normand, oui. Absolument. Et le hit est revenu de toute façon. Donc, c'est l'espoir. C'est ce qu'on te souhaite. Oui, puis j'y crois aussi. Il s'agit simplement d'être appuyé. Ça me prend un producteur en ce moment, puis quelqu'un, un genre d'impresario aussi. Là, tu ne lâches pas. C'est des gens qui croient en mes choses. Mais parce que moi, j'y crois. À Drummondville, on t'appuie parce que tu es Drummondville. Ça me fait plaisir d'être là. Ça me fait plaisir d'être là. M'entends-tu, une chanson qu'on va entendre de plus en plus ces prochains jours, certainement. On écoute Jean-Pierre Manceau. Merci infiniment. Merci, Pierre. Merci, bonne journée. Joyeuse Pâques. Merci. Au revoir. À vous autres aussi. Tellement d'amour, tellement de rêves, tellement de paix et de douceur dans mon cœur. Et toi, m'entends-tu? Tellement de peur, tellement d'attente et la confiance qui se meurt là dans mon cœur. Et toi, m'entends-tu? On n'a plus le goût de se parler. Chacun se jette ses vérités. On est pire que des étrangers. Car nous, on sait déjà aimer. Car nous, on sait déjà aimer.
tellement d'espace et de distance entre ce qu'on dit et ce qu'on pense dans nos cœurs. Et toi, m'entends-tu? Tellement de peine et de désir, et mon cœur qui voudrait te dire son amour. Et toi, m'entends-tu? On n'a plus le goût de se parler. Chacun se jette ses vérités. On est pire que des étrangers, car nous, on s'est déjà aimé. Car nous, on s'est déjà aimé. Faudrait que je sois comme tu me dis, je n'ai pas le droit d'être comme je suis dans ma vie. Et toi, m'entends-tu? C'est pas assez ou bien c'est trop, je me couche trop tard ou bien je parle trop, que tu dis. Et toi, m'entends-tu? On n'a plus le goût de se parler. Chacun se jette ses vérités. On est pire que des étrangers, car nous, on s'est déjà aimé. Car nous, on s'est déjà aimé. Car nous, on s'est déjà aimé. M'entends-tu, Jean-Pierre Manceau, qu'on vient d'entendre? Excellente entrevue, un homme simple, un homme de cœur. On lui souhaite...